Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde a créé des savants. Le monde a créé des génies. L'humanité est peuplée de cerveaux uniques, particuliers. Aujourd'hui, à Délivrez-vous, toute une émission sera consacrée aux grands savants des temps modernes. Stephen Hawking. Mais il y a un rubricage, temps poème. Allez, respirez, à tout de suite. Pour tout bagage, Stephen Samoyult. J'importe un objet qui n'existe pas et que pourtant j'ai toujours avec moi. C'est un instrument de navigation qui me guide sur les routes du décentrement, qui me fait perdre le nord, me désoriente, me rappelle de changer comme changent les vents, qui me repère parmi les arbres et les fuit aux noms différents, m'oriente dans le dictionnaire des langues nouvelles, me dit de me méfier des choses sues, des choses crues, de la bonne conscience, de la mauvaise. La conscience suffit. Change de sexe, de couleur, de valise, de lieu où la poser. Conserve cet objet toujours avec toi. Cet objet qui n'existe pas, je lui ai donné un nom, la déboussole. Justement, cette émission va vous déboussoler. Nous allons partir à la conquête de l'espace. Nous allons partir à la conquête du temps. Je reçois Gigi. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je vous le disais en entracte, l'humanité a ce talent-là, l'humanité a cette capacité-là de produire des génies. Le monde n'est pas que ce qui est constatable au premier degré. Il nous est possible de dégager des formes d'intelligence complexes pour comprendre ce qui se passe autour de nous et sur nous. Nous allons explorer le ciel, nous allons explorer l'univers. Gigi est un passionné d'un savant, Stephen Hawking. Gigi, Jean Junior. Joseph, appelons les choses par leur nom. Bienvenue à Délivrez-vous. Mon cher Adrien, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être ici. Livrez-vous, c'est l'émission ça fait chaud au cœur, la chaleur dans la ville. Et les jeunes de votre génération, on en parle. Et ceci, beaucoup. Et tu sais, Gigi, ça m'a fait beaucoup plaisir quand pour préparer l'émission, je m'attendais à ce que tu fasses comme tous les autres invités, que tu me dises voilà de quoi je m'en vais parler. Quand tu m'as dit, j'ai trouvé l'idée tellement fascinante qu'on fasse une émission autour d'un savant qui est très peu connu en Haïti, mais qui a révolutionné notre regard sur l'espace-temps, sur l'univers, sur l'état de nos connaissances sur les choses de l'univers. Oui, Stephen Hawking, il est mort, c'était l'année dernière, en 2018. Et Stephen Hawking est fascinant, surtout après avoir découvert ce qu'on appelle les trous noirs. Et en anglais, on appelle ça le black holes. Maintenant, quand on parle de trous noirs, on voit des masses gigantesques
et ceci autour de nos galaxies et dans notre espace qui, quelque part, nous sommes aujourd'hui dans la Voie lactée, qui est notre galaxie à nous. Maintenant, pour arriver au trou noir, il a fallu commencer quelque part. Il a fallu commencer avec ce qu'on appelle le Big Bang, le grand boom. Et pour commencer avec le Big Bang, il faut voir, c'est comme on voit un ballon de foot, et ce ballon a cette lourdeur-là, tout ça, avec diamètre, crayon et tout ça. Mais il faut voir ce ballon-là dans un contexte qui est très large. Et un jour, en fait, un moment, une seconde, ce ballon-là a explosé. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Voici où Stephen Hawking il intervient. Mais toi, quand est-ce que tu l'as rencontré, Stephen Hawking? J'ai rencontré Stephen Hawking à travers les livres. Ouais. À travers les livres, à travers les conférences qu'il a prononcées pendant qu'il était à Cambridge, qu'il était en Angleterre, quelque part. C'est un professeur et il a fait ce qu'on appelle la physique théorique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la physique expérimentale, la physique théorique. Les théoriciens physiciens, ce sont les physiciens qui eux-mêmes se penchent sur les formules mathématiques pour expliquer l'univers à leur façon, selon leur découverte. Ouais, là, nous sommes dans la théorie pure, nous sommes dans une explication du cosmos par des formules mathématiques. Par des formules mathématiques. Par exemple, quand on dit E égale mc au carré, disons E c'est l'énergie, m c'est la masse, c c'est la vitesse de la lumière. Disons, il faut imaginer si cette vitesse est de 3,8 par 3,8, disons. La vitesse de la lumière? Oui, c'est ça. 300 000 km par seconde. 300 000, mais quand on dit 300 000, il faut voir derrière les 3, il y a disons, 5, 6, c'est ça? 3,8, ça donne 3 millions et quelque chose, quelques centimètres carrés par seconde. Ouais, pour la vitesse de la lumière. Maintenant, il faut comprendre aussi, quand c'est au carré, c'est doublement c'est le chiffre dont on parle maintenant. Maintenant, à partir de là, il faut comprendre que l'énergie qui est en fusion avec la masse, et ceci dans un univers gigantesque, eh bien, les théoriciens eux-mêmes, comme Einstein et d'autres, ils ont pu mettre l'univers en des formules mathématiques qui, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle soit les trous noirs, les quasars. La thermodynamique, surtout ce qu'il a bossé Stephen Hawking. Mais lui, il a une particularité physique, Stephen Hawking. C'est ça. C'était sa fameuse sclérose, là. Hein. C'est quelqu'un qui était par une maladie rare. Déjà. Une maladie très rare. Il a eu ça après avoir... Il a eu des enfants, je ne sais pas, 1 ou 2 enfants. Et après, il a atteint de cette maladie, je ne sais pas, peut-être à l'âge de 23 ou 24 ans. Oui, très jeune, je ne me souviens pas. Mais il était déjà un physicien et mathématicien. Et ensuite, il a pu communiquer au monde, même à travers les conférences, les cours qu'il a prononcés à l'université, à travers ce qu'on appelle un appareil, un ordinateur. Et tout le monde comprenait ce qu'il disait. Ouais, et c'est bien que les gens comprennent ça, au fait, Gigi, que Stephen Hawking n'arrivait pas à parler comme toi et moi, on arrive à parler. Il y avait un appareil. Un appareil au niveau de la gorge avec un ordinateur et qu'il avait des difficultés, il était paralysé. C'est ça, il était paralysé et ceci, quand on voit Stephen Hawking, on voit le monde très positif. C'est quelqu'un qui était handicapé et qui est symboliquement une lumière pour les jeunes physiciens, et peut-être de sa génération, les générations à venir. Et ensuite, on voit que ce monsieur sur une chaise, et ensuite, il est en train d'expliquer le monde, l'univers à sa façon. Et je l'ai rencontré vraiment. C'est surtout de ce livre qu'on appelle Une brève histoire du temps. A Brief History of Time. Où il a expliqué, c'était des années 1987, il a expliqué comment des 3 minutes du début de l'univers jusqu'à arriver au trou noir. Et il a expliqué ça, disons, à partir du Big Bang pour arriver au trou noir. Voilà. Et beaucoup, pour saisir Stephen Hawking, pour saisir la mesure de son intelligence, font référence à Albert Einstein. Donc, est-ce que tu penses, toi, que Albert Einstein aurait révolutionné la physique du XXe siècle et Stephen Hawking, celle du XXIe siècle? Est-ce que tu les mettrais sur les mêmes échelles d'intelligence et de performance intellectuelle et scientifique? Einstein, selon certains observateurs, Einstein et Stephen Hawking avaient de petits désaccords. Parce que Einstein ne comprenait pas vraiment la théorie de trou noir tout au début. Et quand Einstein est mort, il y a eu beaucoup plus de découvertes sur
la question des trous noirs, puisque avec les laboratoires, les accélérateurs, les grands accélérateurs où on met des machines électromagnétiques pour pouvoir découvrir l'univers tout au début. Maintenant, Einstein, de son côté, il a cette réputation d'être l'homme du XXe siècle, si tu veux. Tu as bien dit. C'est l'homme du XXe siècle. Mais Einstein a eu beaucoup de contestations. Il y a des gens qui disent la relativité générale, la relativité restreinte ou particulière, et tout ça. Bon, ça, c'est Einstein et son histoire. Mais il y a d'autres jeunes, soit de Harvard ou de l'Europe, qui eux-mêmes, ils ont travaillé pas pour objecter Einstein, mais pour un peu travailler là-dessus et voir s'il y a des changements. Maintenant, les trous noirs de Stephen Hawking, de son côté, c'est comme, disons, pour arriver au trou noir, il a fallu commencer, disons, par le Big Bang, Big Bang, l'univers au point zéro. Une étude des galaxies. C'est ça, l'explosion, il faut voir l'explosion. Mais à partir de l'explosion, nous sommes composés de hydrogène, presque tout ce qui se trouve sur le tableau de Mendeleïev, le tableau chimique. Il y a calcium, hydrogène, phosphore, azote, zinc, plomb, tout est là. C'est ça. Maintenant, l'hydrogène. Donc, quand on parle de H2O, tout le monde comprend H2O. C'est H qui est H+, et l'OH qui est le côté basique. H+ et OH-, ça donne H2O, qui donne l'eau. Maintenant, l'eau d'abord. L'eau, est partout. Maintenant, c'est à partir de l'hydrogène, le début de l'univers. Donc, on a protons et neutrons et électrons. Maintenant, quand on a tous ces éléments chimiques, maintenant, on va avoir des galaxies. Puisqu'il faut commencer par les atomes, des atomes aux molécules, des molécules aux galaxies et des galaxies aux étoiles. Et quand on arrive aux étoiles, on arrive à notre système solaire. Maintenant, quand on parle du système solaire, on parle de la Voie lactée qui est notre galaxie. Et quand il s'agit de la Voie lactée qui est notre galaxie, il y a à l'intérieur le Soleil. Le Soleil, c'est la machine énergétique, puisqu'on se réveille, d'ailleurs, on sait qu'on va se réveiller, c'est quand on ouvre la fenêtre, on concilie pas le rideau, on voit qu'il y a une lueur. Le Soleil nous dit, écoutez bien, il faut ouvrir les yeux. Maintenant, quand on parle du Soleil, quand on parle de Einstein, quand on parle de Hawking, ce qu'il faut retenir, c'est que les physiciens, pendant des années, ils ont travaillé d'abord sur le Big Bang, ensuite, s'il y a un début, va-t-il y avoir une fin? Et c'est quoi cette fin? Combien d'années encore cette fin? Et si on dit que le Soleil a eu 5 milliards, en fait, le système solaire, c'est 5 milliards d'années, est-ce que dans 5 milliards d'années encore, on aura le Big Crunch? Oui, parce que justement, on va vers cette théorie-là, en effet. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, quand on parle de Hawking, Stephen Hawking, de son côté-là, dans le livre Une brève histoire du temps, Stephen Hawking en a parlé près de 83 fois. 83 fois. Et Big Bang, autour de 60 fois, disons, du titre jusqu'à la fin. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans ce livre, qui est fascinant comme un best-seller, le livre, quand on ouvre ce livre-là... traduit dans des centaines de langues. Dans des centaines de langues. Et ensuite, c'est un livre qu'on peut dévorer. Disons, on peut prendre ce livre, disons, autour de 20 heures, et la nuit encore, on ne se lève pas. Il faut qu'on continue la lecture. Et c'est un livre de vulgarisation. De vulgarisation. On comprend tout de suite ce qui se dit. Il a édité ce livre en même occasion parce qu'il a voulu rendre le produit accessible aux jeunes, aux moins jeunes, et ceux qui n'ont jamais eu la notion... Qui n'ont pas d'intérêt pour la science. Au fait, Gigi, on accorde à Délivrez-vous beaucoup d'importance à la science, particulièrement à la cosmologie. Mais là, tu me permets de me rendre compte qu'on n'a jamais vraiment défini la cosmologie. Il y a un jeune qui te regarde là maintenant, Gigi, qui a 20 ans, qui ne sait pas ce qu'est la cosmologie. Avant d'en arriver encore à Stephen Hawking, qu'est-ce que la cosmologie? Ça s'occupe de quoi, cette science? Cosmologie, c'est cosmos. Logos, c'est étude. Quand on voit logos, on voit cosmos, on voit l'univers. Maintenant, quand on voit l'univers, il faut toujours retenir galaxies, étoiles. Maintenant, avant les galaxies, il y a ce qu'on appelle les clusters. Maintenant, il faut sortir de A pour arriver à B et arriver à C. De galaxies, il y a des milliards de galaxies.
nous, en tant qu'humains, Ouais. nous sommes à l'intérieur D'une d'une seule qui s'appelle galaxie. la Voie lactée. Et celle qui est la plus proche de nous, ça nous prendrait des millions d'années Des pour y aller. millions, mais non, en plus, il y a des millions ou des milliards d'étoiles. Ouais. Mais le système solaire, c'est ce qu'on appelle le système solaire ou les 9 planètes standards. Quand on était tout petit, on nous disait qu'il y a donc quoi encore Mars, Pluton, Jupiter, Vénus, Uranus, etc. voilà. Maintenant, la Lune, qui est une satellite, qui est satellite de la Terre, en soi, parce que la planète Terre, disons, les planètes À une satellite naturelle, qui est donc la Lune. d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les hommes se sont rendus sur la Lune. Sur la Lune pour une visite, soit de courtoisie. Et le drapeau américain drapeau, est toujours planté sur la Lune. Et Armstrong. il y a des projets que moi, enfin, en lisant des livres, je crois avoir vu, il y a des projets pour coloniser l'espace quelque part. Je ne sais pas dans combien d'années encore, mais il y a des projets où des gens se disent, je ne sais pas si c'est de la science-fiction ou des romans, pour dire, bon voilà, nous allons coloniser cet espace-là avant que les Américains prennent, disons... Ouais, j'ai même entendu dire qu'il y a des gens qui vendaient des terrains déjà sur la Lune. Hein. Que des millionnaires achetaient des terrains déjà sur la Lune. Il y a un mec qui vend déjà les terrains. Quand tu gagnes à la loterie, on ne sait jamais, hein, D'Angelo, l'homme bonheur, tu auras peut-être un Je espace pense sur la quelque part. Lune, m'installer sur la Mais Lune pour faire la fête. comment y arriver, ça c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est Pour quelque y chose. aller, le voyage va être compliqué à chaque fois. Maintenant pour revenir à ce que nous disions, disons, quand on voit Ouais, la le cosmologie, Big Bang, le Big on Bang, voit galaxie, on voit étoiles, on voit le système solaire, qui est un point de notre galaxie. Donc un point de notre galaxie, et tout tourne au-dessus de notre tête. Ouais, c'est Tout ça qu'il tourne, faut tout comprendre. Parce qu'au fait, nous flottons aussi. C'est Nous vrai. sommes en train de flotter C'est vrai. là maintenant. D'ailleurs, c'est pourquoi il y avait l'inquisition de Galilée, Ouais. à savoir, et pour rêver. Voici Et Galilée, pourtant, voici un scientifique qui a un certain lien avec Stephen Hawking. Il me semble que Stephen Hawking, il est né le jour même où Galilée, ça faisait 300 ans qu'il était parti. Ouais. Entendons-nous. Ouais. Tu es un amour de la physique. Hein? Donc, j'adore, je suis beaucoup la physique, j'aime bien ce qui se passe dans la physique quantique. Et Stephen Hawking, justement, c'est un savant à ce niveau-là qui est extrêmement important. Il a beaucoup travaillé sur le temps, Stephen Hawking. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre à quel point le temps est important comme déterminant dans notre compréhension de l'espace. Maintenant, il y a le temps, il y a l'espace-temps, il y a l'espace et le temps. Maintenant, quand on parle du temps, d'abord, c'est comme si vous voyez, disons, l'espace vertical et horizontal. Mais c'est quoi l'accélération? L'accélération, c'est quand on prend sa bicyclette, on avance d'une distance à une autre pendant un certain nombre de temps. Donc le temps ne varie pas. Or, la vitesse peut varier en fonction du temps. Donc quand tu conduis là comme ça, et puis soit vers le sud ou vers le nord, et pour la guénette. Et ensuite, en conduisant, eh bien, l'aiguille te dit 100 000 à l'heure 120, ou 140. Maintenant, ça varie d'une distance à une autre. C'est l'accélération ou la vitesse et tout ça. Mais le temps, ça reste statique. Et c'est à partir de là que, si vous voulez, en fait, dans le Big Bang, la théorie du Big Bang, on va dire, bon voilà, comment et quand ça a-t-il commencé? C'est exactement de cela qu'on va parler après cette courte pause à Gigi. Comment cela a-t-il commencé? Le temps, comment il peut aider pour comprendre l'espace? Comment peut-on parler de ce fameux tissu de l'espace-temps sur lequel Albert Einstein a travaillé? Stephen Hawking, c'est le savant du jour qui constitue la substantifique moelle de cette émission. Écoutez, vous êtes sur la bonne fréquence, ça s'appelle Des livres. Et vous, gardons bonheur. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous aujourd'hui, une émission pour la science, avec la science et dans la science. Nous sommes en train, Gigi et moi, de mobiliser une parole sur Stephen Hawking. Stephen Hawking, brillantissime savant, intellectuel de renom, cosmologue de son état, astronome. Ses travaux ont porté sur l'astronomie, sur la cosmologie théorique, sur la physique théorique, et ceci malgré sa fameuse sclérose latérale, appelée également maladie de Charcot, qui est une maladie qui l'a paralysé, qui lui a même privé de sa parole. Il est quand même resté une personnalité scientifique de renom, de premier plan, et Gigi a souhaité qu'on parle de lui pendant toute cette émission. Stephen Hawking, il a parlé de Dieu également. Il a même posé la fameuse question, y a-t-il un architecte de l'univers? Et c'est sur ce point-là qu'il ne s'est pas entendu avec Einstein. Stephen Hawking était athée. Est-ce qu'il était athée? Bon, généralement, Ouais. celui qui se dit athée ne mentionne pas le nom de Dieu. Ouais. Parce que athée veut dire quoi? A, théos. Sans Théos, ouais. Théos qui est Dieu, A c'est le sang Dieu. Donc, or, dans le livre Une brève histoire du temps, qui est là sur mon iPad. Mais si tu tombes sur un passage qui t'intéresse, tu peux lire un petit passage. Oui, bien sûr. Mais, Ouais. quand nous aurons ce bonheur dans l'émission, et ça va venir. Ça va venir. Maintenant, oui, c'est vrai, il en a parlé, il a parlé de Dieu. Et il a parlé de Dieu dans le sens que pourquoi un tel début? Ce début-là, disons de cette façon-là, il faisait très chaud, personne n'y était. Hein? Personne n'y était. Parce que la chaleur était tellement intense. On parle de moins de 0 degré. Moins de 0 degré. Ça veut dire... Ah, là, nous sommes au début de l'univers. Au début, disons, pas de 0 degré, disons, on parle de Kelvin. Ouais. Je voulais parler de moins de 0 seconde. Okay. Disons, en dessous de seconde, c'est comme on pourrait parler de l'infinitésimalité de 0,0000001 quelque part seconde. Disons, maintenant, était-ce la présence de ce Dieu-là? Encore, ce Dieu était-il présent dans cette grande chaleur? Et Einstein, lui, quand il a parlé de l'architecte de l'univers, il en a parlé aussi. Et il y a des critiques qui ont dit « Ah, mais non, le livre serait mieux s'il n'y avait pas de Dieu. » Mais non, Stephen Hawking sait, lui, qu'il y avait vraiment une main super puissante et qui a construit cet univers aussi compliqué. Peut-être aujourd'hui, on est là. On a des smartphones. Eh bien, comment l'onde est arrivée au téléphone entre nous deux? À partir des électrons. Le livre, c'est aussi un livre sur Dieu. D'ailleurs, il y a Carl Sagan, qui est l'un des grands physiciens qui a écrit la préface de Brève histoire du temps. Il a dit ceci, je vais lire. C'est aussi un livre sur Dieu, ou peut-être sur l'absence de Dieu. Le mot Dieu emplit ses pages. Hawking s'embarque dans une recherche pour répondre à la fameuse question d'Einstein, se demandant explicitement de comprendre la pensée de Dieu. Et cela rend encore plus inattendu la conclusion de cet effort. Disons au moins jusqu'à présent, un univers sans limite, dans l'espace, sans commencement, ou fin dans le temps, et rien à faire pour le créateur. Carl Sagan de Cornell University à New York. Mais non, Stephen Hawking parlait, c'est un livre qui a Dieu et c'est un livre qui n'a pas. Ouais, c'est soit Dieu, soit son absence, on ne sait pas, mais toujours nous sommes dans la quadrature du cercle. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce qu'il y a vraiment une intelligence supérieure? Et la physique théorique pose justement ces questions-là également. Mais Stephen Hawking, il est un garçon extrêmement brillant. Genre, avant 25 ans,
il avait déjà un doctorat. C'est vrai. Et ça, comment peut-on avoir un doctorat en cosmologie théorique avant d'avoir 25 ans? Bon, il faut être brillant en mathématiques. Ouais. D'abord, il n'y a pas de physique théorique sans les mathématiques. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, en fait, ceux qui ont regardé l'émission dès le début, eh bien, dès le début, nous avons dit tout à l'heure, quand on dit E égale MC au carré, la formule mathématique qui est aussi physique, c'est une formule physique, mais c'est une formule physique qui mobilise des postulats mathématiques. Des postulats mathématiques, merci. Ouais. Maintenant, donc ce n'est pas un matin qu'on accouche une telle équation. On ne devient pas un physicien un beau matin. Il faut avoir été à l'école, choisir la section C, les mathématiques, et ensuite briller sur les études classiques pour arriver à avoir ce doctorat à 25 ans. Ouais. Justement, Gigi, il y a beaucoup de jeunes qui regardent maintenant cette émission et qui ont très peu de passion, très peu d'amour pour les mathématiques, pour la physique. Mais Stephen Hawking, le brillantissime savant qu'il est, nous montre qu'une connaissance de la physique théorique, une connaissance des mathématiques théoriques nous permettent de comprendre le cosmos, l'univers. Oui, c'est vrai. Et ceci, en fait, quand on voit l'univers, c'est comme on parle, il y a les 17 équations mathématiques les plus populaires, encore les plus connues, achalandées, tout ça. Maintenant, parmi ces équations mathématiques se trouve E égale MC au carré. Maintenant, il y a aussi Newton. Newton, c'est Isaac Newton, on parle d'Isaac Newton, le Sir Isaac Newton. Il avait ce titre-là, Sir Newton. C'est quelqu'un qui a fait son temps. Ouais. Au moins, il a travaillé, lui, sur la gravité. Un grand mathématicien. Maintenant, quand on parle de la gravitation, ou la gravité, la pesanteur, maintenant, le livre de Stephen Hawking a solutionné un problème. Lequel c'est de constituer les 4 forces de la nature, de l'univers. La force, elle est la force magnétique, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force gravitationnelle. Maintenant, quand on parle de ces 4 forces-là, c'est ce qu'on appelle en anglais le Grand Unified Theory, la théorie unifiée, c'est-à-dire que tous les physiciens, à savoir dans quelques domaines que ce soit, ils s'entendent qu'il y a ces 4 forces-là qui se trouvent dans l'univers. Et c'est grâce à ces 4 forces que l'univers est possible, au fait. Maintenant, nous sommes là, c'est la pesanteur qui nous permet d'être là comme ça. Autrement, nous pourrions être en train de nous soulever quelque part pour aller dans l'espace. Et ceci, on sait comment on peut s'imaginer qu'on pourrait donc avoir quelques airs en dessous de nous pour pouvoir nous permettre de soulever. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas possible. La pesanteur nous attire vers le bas. Et autant qu'on monte, Stephen Hawking a aidé dans ses travaux à comprendre ça, autant qu'on monte dans l'espace, autant que la pesanteur diminue. C'est pour ça qu'à un moment, les astronautes, ils flottent dans les vaisseaux spatiaux. Et même là encore, il y a la gravitation. Il y a encore la gravitation, elle est moindre, mais elle est toujours là. Et c'est pourquoi nous sommes là, en dessous, quand on voit l'espace, en fait, la planète, non, les planètes, le système solaire, avec toutes les planètes qu'on connaît comme Mars, Vénus et autres, eh bien, il y a Kepler, et qui a pu mettre ensemble des formules mathématiques pour d'où la fameuse loi Kepler, en effet. Pourquoi les planètes ne se rencontrent pas, et tout, etc. Donc, les mathématiques sont importantes et je crois que les jeunes qui regardent cette émission, ils doivent comprendre que, en fait, il et elle, les filles aussi. Oui, les filles, il y a de brillantes filles en mathématiques aussi et qui croient qui doivent s'adonner aux mathématiques. Et parce que les mathématiques en tant que discipline, ce n'est pas une science. Parfois, on commet l'erreur de dire que c'est une science pure. Non, ce n'est pas ça. C'est la chimie, la physique, la biologie qu'on appelle les sciences naturelles. Mais les mathématiques comme discipline, je ne sais pas comment mettre ça, mais discipline. Parce que c'est tellement abstrait, on ne voit pas vraiment la mesure dans un laboratoire pour mesurer l'eau. Et c'est là qu'il faut demander beaucoup de pédagogie à nos profs de mathématiques. Comment faire comprendre à nos élèves des éléments qui sont de forte abstraction. Et les mathématiques, c'est facile.
Oui, C'est facile. Quand on s'y met, c'est Ouais, facile et c'est on va continuer à en parler, Gigi. Déjà, nous reconnaissons la toute valeur épistémologique des mathématiques. C'est en comprenant les mathématiques théoriques, les différentes branches des mathématiques qu'on peut arriver à développer des savoirs réels sur la cosmologie. Vous êtes sur la station du bonheur, des livres. Et vous, nous parlons de Stephen Hawking. Allez, respirez, il va vous revenir. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Beaucoup de gens n'aiment pas l'idée que le temps a un commencement. Probablement parce que cela sent un peu l'intervention divine. L'Église catholique, de son côté, s'est emparée du modèle du Big Bang et, en 1951, l'a déclaré officiellement en accord avec la Bible. Il y a eu un certain nombre de tentatives pour éviter d'en arriver à cette conclusion. La proposition qui a recueilli le plus de suffrages a été appelée théorie de la création continue. Elle a été avancée en 1948 par deux réfugiés de l'Autriche occupée, Hermann Bondi et Thomas Gold, ainsi qu'un Britannique, Fred Hoyle, qui avait travaillé avec eux au développement du radar pendant la guerre. Elle reposait sur l'idée que, comme les galaxies s'éloignaient les unes des autres, de nouvelles galaxies se formaient continuellement dans le vide intergalactique à partir de matières nouvelles qui étaient continuellement créées. L'univers aurait donc grossièrement le même aspect en tout temps, ainsi bien qu'en tout point de l'espace. Ouais, ça me fait penser à deux physiciens qui ont évolué à l'époque de Stephen Hawking, qui ont qualifié cette théorie-là de théorie de l'état stationnaire. Et Stephen Hawking avait des fois des accroches avec eux. Mais je reviens à la théorie du Big Bang avec toi, Gigi, sur le point de vue de l'Église catholique, en effet, sur le Big Bang. C'était bizarre de voir que le pape lui-même, cautionnait la théorie du Big Bang pour une seule raison. Parce que le Big Bang pose une aporie scientifique. Si ça a commencé à un moment, qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, c'est Dieu. D'où pourquoi toute la papauté cautionnait l'Église catholique gérait bien le Big Bang. Bon, au début, il y avait à l'Église catholique, il y avait aussi des universités catholiques qui recevaient aussi des physiciens. Et ensuite, des catholiques, aussi des pré-catholiques qui étaient des physiciens. Ouais. Par exemple, quand on va voir cette découverte avec le télescope Edwin Hubble, et c'est à partir des observations qu'on voit qu'il y a le décalage vers le rouge. Et à partir de ce décalage vers le rouge, on se dit, ben non, attention, si aujourd'hui on voit que cette couleur-là rougeâtre, ça va plus loin de nous, encore très loin de nous. C'est comme quand on prend sa voiture, on conduit, celui qui est à l'arrière, il voit cette voiture arriver très loin. Et au fur et à mesure que ça arrive trop loin, c'est devenu petit. Cette voiture est devenue petite. Et si cette voiture est devenue petite, d'où la théorie de la relativité. Donc, tout est relatif, rien n'est absolu. Ouais. Maintenant, comprendre le Big Bang, il y a la question de la création divine, il y a aussi la question de la découverte scientifique. Deux domaines différents. Absolument. Maintenant, il y a le côté de la Bible, disons la Bible qui dit « Breshit bara Elohim » en hébreu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. Ça veut dire ce commencement-là. L'Église catholique a compris que, on peut dire aux physiciens, ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent, mais le commencement, c'est le Big Bang. C'est le beginning, le début. Ce qu'on appelle en espagnol el principio, c'est le principe, c'est le commencement même. Eh bien, on se dit, bon, attention, on peut tout dire de ces messieurs, les physiciens, de ces scientifiques, mais est-ce que la foi en Dieu ou tout ça dérange à ceux qu'on a pu découvrir ou pas?
mais l'essentiel, il y a eu un début. Il y a eu un Et ce début. début-là, les physiciens disent que s'il s'agit du Big Bang, Ouais. du Alors, grand boom. il y a certains physiciens qui postulent cette idée-là, mais d'autres physiciens postulent que l'univers a toujours existé et existera toujours. Oui, c'est vrai. Il y Ouais. a aussi une théorie, ce qu'on appelle les univers parallèles, Ouais. les univers miroirs. Mhm. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. On peut être ici et on peut penser qu'il y a des planètes parallèles, à savoir une planète Terre X. C'est comme on a l'image même de cette Terre, comme nous sommes là humains, il y a une théorie des univers parallèles. Nous sommes dans notre univers à nous, mais il y a des physiciens aussi qui développent Ouais. la D'autres, théorie nous des- avons même la des théorie univers des, parallèles. la théorie des cordes aussi, des théories physiques C'est théoriques. ce qu'on appelle Richard Feynman. Richard Feynman, c'est l'homme qui a fait ce qu'on appelle le string theory. Maintenant, quand on a parlé tout à l'heure de l'espace-temps, ce que nous n'avons pas dit, c'est comme, même si, bon, toi, tu es littéraire, littérateur, tout ça, et animateur de livres, et vous, et avec un grand bonheur, mais il faut se rappeler une chose. Ouais. Quand on a ce qu'on appelle l'espace abscisse ordonné, il y a le côté vertical, c'est l'Y et X. Mais il y a aussi un troisième. La troisième ligne, Ouais. c'est Z. Donc 1, 2, 3. Et si on met 3 au carré, ça va donner 9. Et si on met le temps, on peut mettre le temps à l'intérieur pour dire que même s'il y a 9 dimensions ou 3 dimensions ou 11 cordes, Ouais. eh bien, le temps à travers ces distances-là, eh bien, Ouais. et Serait- Richard Feynman, Ouais. un génie de son temps, et comme on parle de savant tout à l'heure, Ouais, lui, comme Stephen Hawking, en effet. moi je demanderais aux jeunes qui s'intéressent aux mathématiques ou encore aux physiques théoriques, à la physique théorique, de faire un Google sur Richard Feynman, Ouais. F-E-Y-M-A-N-N, donc qui a fait Aider à comprendre la cosmologie moderne. J'ai pu voler le terme de toi, à savoir la corde. Ouais. The string theory. Ouais, mais et aussi, Stephen Hawking, il a été aidé, bon, pas directement, mais Higgs, avec la découverte des bosons de Higgs, ça a beaucoup aidé pour développer une compréhension du cosmos, en effet. Eh bien, quand on parle des bosons de Higgs, bon, moi, de mon côté, j'ai fait des recherches aussi à un laboratoire aux États-Unis. Et j'ai un jeune physicien à l'époque où j'ai une photo sur Facebook, je n'ai pas encore mis sur Instagram, Ouais. mais c'est une photo qui en fait, j'étais le seul noir, en fait, parmi ces blancs-là, très jeune, et ensuite, j'étais là un peu, et avec des physiciens de grand renom, eh bien, devant un grand accélérateur avec beaucoup d'appareils, eh bien, Un accélérateur de eh bien, particules aux États-Unis. de particules, oui. Ok. Maintenant, quand on parle de Higgs, les bosons de Higgs, de leptons, neutrons, neutrinos, tout ça, c'est ce qu'on appelle des particules élémentaires. Ces particules-là, ils ont toute leur force, toute leur énergie en dessous de zéro. À savoir, à la première seconde de la fondation de l'univers, encore la création de l'univers, ces particules-là avaient toute leur place dans ce monde. Donc, il veut dire qu'aujourd'hui, si on parle, bon, s'il faut se déplacer d'ici pour aller à Léogane, bon, on se dit, bon, voilà, on va arriver en 30 minutes, s'il n'y a pas d'embouteillage à Carrefour, Mantis et autres, s'il n'y a pas un Arnel, Joseph non plus. Hein. Maintenant, dans le contexte des particules élémentaires, c'est ce qu'on appelle des subparticles, des particules élémentaires, en dessous d'une seconde, eh bien, la vitesse, il faut s'imaginer non seulement la vitesse de la lumière, au carré. C'est pourquoi on revient toujours à Einstein. Ouais. E Nous sommes égale, toujours etc. à Einstein, nous sommes toujours dans la circulation de la vitesse de la lumière et Vitesse pour en de la revenir au temps et à la vitesse. Parce que Stephen Hawking, il nous a aidé à comprendre cette histoire de vitesse. Quand il nous dit, si quelqu'un prend sa voiture et va au Gonaïves Oui. et roule à 140 km/h, et qu'en même temps, et Fekir, qui filme cette émission, reste assis à la télévision. Le temps ne s'écoule pas de la même façon pour les deux. Celui qui va vite vieillit moins vite, du moins de quelques secondes, que celui qui reste assis. Mais c'est bizarre à faire comprendre ça aux gens. Bon. Autant que tu vas vite, autant que le temps s'écoule moins vite pour toi. Cette émission que nous sommes en train de faire maintenant pourrait être un succès s'il y a un enfant de 15 ans ou de 14 ou de 12 ans qui puisse comprendre qui ça, puisse en comprendre effet. et expliquer ça à ses À ses camarades, amis, à ouais, ses amis. l'écoulement du temps qui n'est Maintenant, pas le même parlons pour tout du le monde. temps, il y a ce qu'on appelle, il y a un autre physicien, en fait, le nom me vient, hein, je n'ai pas revisité les noms, encore revu les noms, mais il y a Werner Heisenberg.
Werner Heisenberg, qui parle de l'incertitude, le principe de l'incertitude. L'électron, quand ça fait l'orbite, quand c'est orbité, il y a, entre l'espace et le temps, il y a une incertitude. C'est-à-dire, quand ça bouge, on ne sait pas où ça se trouve à n'importe quel moment, ou c'est comme en Haïti, bon, un tout petit peu de l'actualité, on est dans un pays qui est lock. Donc quand c'est lock, c'est l'incertitude dans l'économie, dans la politique et dans d'autres. Maintenant, pour revenir à Higgs, pour revenir au temps, à l'espace-temps, eh bien, l'incertitude, c'est quand il y a la vitesse de l'électron qui fait l'orbite, tout ça, eh bien, on ne sait pas où l'on est dans l'incertitude. Et c'est pourquoi Einstein, Hawking, ils ont travaillé pendant des années. Les uns n'étaient pas d'accord avec les autres. Et ceci, et ces mésententes scientifiques ont fait le bonheur des progrès scientifiques, en effet. Oui. Et parce que c'est à force de mésententes, à force de petites guerres, et que telle théorie va invalider telle autre théorie. Maintenant, Stephen Hawking nous a presque laissé penser qu'il y aurait des extraterrestres. Alors, il ne l'a pas affirmé concrètement, mais quand il nous dit qu'il y a des milliards... avant sa mort, non? Quand il nous dit qu'il y a des milliards de galaxies, on peut penser qu'au sein d'une autre galaxie, il y aurait une forme de vie. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des univers parallèles, des univers miroirs. Ça veut dire qu'il y a-t-il d'autres mondes que nous ne savons pas, nous sommes en train, et qui, enfin, d'autres mondes, d'autres êtres vivants. Disons, quand on parle d'être vivant, ce n'est pas nécessairement nous qui sommes là en train de parler. Il ne faut pas nous considérer comme le modèle type. Le type, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, comment saurions-nous qu'il y a des êtres vivants dans d'autres univers qui ne sont pas... Enfin, des univers qui ne sont pas comme nous, qui existeraient dans d'autres dimensions. Qui n'existent pas dans la Voie lactée, ce qu'on appelle notre galaxie. Oui, qui seraient dans d'autres galaxies. Ce sont des questions qu'on pose. Oui, absolument. On n'a pas de réponse. Oui, et ça nous prendra des millions d'années pour visiter les autres galaxies. Et beaucoup de Stephen Hawking pour arriver à comprendre ces éléments-là. Mais si tu veux bien, Gigi, retournons sur la maladie de Stephen Hawking. C'est particulier. Nous sommes en Haïti, dans un pays où, dès lors que quelqu'un est malade, il est stigmatisé, il est marginalisé. Voici quelqu'un qui souffrait d'une maladie rare, cette maladie de Charcot, avec carrément les muscles qui s'atrophiaient, avec cette incapacité cérébrale qu'il avait de donner des ordres à son corps, qui était sur une chaise à roulettes et qui parlait mais vraiment avec une voix robot, et qui a révolutionné le monde. Donc, ça nous apprend des choses sur notre façon à nous, Haïtiens, d'apprécier la maladie. Il faut ne pas réduire les gens à des pathologies dont ils souffraient. Il faut se dire que les êtres humains sont capables d'intelligence. Dans un documentaire que j'ai vu sur Stephen Hawking sur Arte, il demande à son médecin combien de temps ça prendra pour que je perde totalement le contrôle de mes muscles et mon cerveau. On lui a dit oui, le cerveau va fonctionner. Il fait il a souri. Voilà. Bon. Haïti, bon. Sur la maladie. Oui, j'ai compris. Pour comprendre parfois un certain nombre de choses, il faut observer les gens avec les enfants, avec les handicapés, avec les animaux. Maintenant, Stephen Hawking, il a été, je ne dirais pas chanceux, il a été honoré pendant toute sa vie. Oui. Après cette maladie, il a été professeur. Il y a beaucoup de légions d'honneur, à Cambridge, tout ça. Bon. Et il n'a pas eu le prix Nobel, peut-être pas. Non, on ne comprend toujours pas pourquoi. Parce que vu la qualité de ses travaux sur les trous noirs, sur la thermodynamique. Mais parce qu'il y a une époque, il y avait un débat, une discussion. C'est la question quantique de les trous noirs. C'est-à-dire comment constituer des formules mathématiques à l'intérieur des trous noirs. Maintenant, quand on parle de trous noirs, on se dit, mais c'est quoi ça, trou noir? C'est comme on a, disons, admettons que nous avons ici cet espace, et puis ça tourne avec avec une vitesse extraordinaire, disons plus que la lumière, si ça existe. Maintenant, eh bien, il y a un trou noir qui existe autour des galaxies, de plusieurs galaxies, et la question des formules, le quantum, la formule quantique pour les trous noirs n'était pas acceptée dans les milieux académiques. C'était Stephen Hawking et il a travaillé vraiment autour de cela et fait sur ce domaine-là pendant des années. Maintenant, pour revenir à Haïti, ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'il faut observer les gens avec les handicapés, avec les animaux. Par exemple, les animaux domestiques, regardez par exemple les chiens, par exemple. Quand on voit les chiens dans les rues, le réflexe, c'est qu'il faut envoyer une pierre pour
pour que ce chien-là puisse se rendre quelque part d'autre, ne pas vous ennuyer si on lui lance une pierre ou un coup de pied. C'est vrai que les chiens sont très malmenés. Mais les enfants, les cabris. Les cabris, c'est ça. Les enfants, par exemple. Ouais. Par exemple, les enfants de rue. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent là-dessus? Il y a peut-être des Stephen Hawking au Champ de Mars. Voilà, qui est au Champ de Mars. Des cerveaux, mais extrêmement brillants. Et ceux qui suivent les vitres de voiture, c'est peut-être des gens qui sont très brillants. Parce que Stephen Hawking... Qui n'ont pas encadré. Voilà, Stephen Hawking disposait de cette fameuse Académie royale des sciences. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des États qui proposent à des cerveaux de génie des espaces pour travailler. Et je crois qu'il y a un proverbe chinois. Et je crois l'avoir vu avant de venir à cette émission. Bon, je vais chercher tout à l'heure pour lire un peu. Mais l'idée, c'est quoi? Et tout savoir qu'on n'augmente pas tous les jours. Non. Ce n'est pas nécessaire de déclarer la guerre à un peuple. Il suffit de ne pas éduquer ce peuple pendant 25 ans. Ouais. Et on aura des corrompus, on aura des nullards, des nuls, des crétins, des kidnappeurs, etc. Et ceci... Ce proverbe chinois, et je crois que il est d'actualité ici, parce que prenons l'importance qu'a la science en Haïti. C'est quand même bizarre, Gigi, et qu'au sein d'un pays, qu'on ait établi deux camps. Les gens qui aiment les lettres, les gens qui aiment les chiffres. C'est comme si les deux ne pouvaient pas faire bon ménage ensemble. Et les gens qui sont dans la science en Haïti, si on regarde la faculté des sciences, ce n'est pas de la science qu'ils font vraiment. C'est des ingénieurs qui font des calculs, qui mettent du béton, qui prennent des mesures, mais ce n'est pas de véritables savants scientifiques. À l'école normale supérieure, département de physique, de chimie, ce n'est pas de la physique théorique pure. C'est des formules vite fait, on va faire des cours de physique dans les écoles secondaires. Il faut peut-être donner une place en Haïti à la physique et aux mathématiques théoriques. Bon, pour répondre à la question, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle STEM. Science comme S, T comme technologie, E comme engineering, M pour mathématiques. Maintenant, le débat est là. Combien de bourses que la francophonie a accordées aux jeunes haïtiens pour les mathématiques, les physiques, l'engineering? Je ne sais pas. Je n'ai pas une réponse à cette question. Mais c'est pour dire que s'il faut construire des générations de scientifiques, il faut débuter par nos écoles primaires et secondaires. Et ensuite, tel type d'école que vous avez, tel type de résultat que vous avez. Il faut décomplexer nos élèves aussi. Et en plus, construire des laboratoires. Comment dire à quelqu'un H2O? Et puis, on n'a jamais vu, soit des corps qui on n'est jamais rentré en laboratoire pour faire la réaction. Et je me souviens... L'acide nitrique, on ne l'a jamais vu. C'est ça. Je me souviens de ce qu'on disait, ça fait longtemps, NaCl, H2O, ça donne quoi? Et acide plus base, ça donne du sel et de l'eau. Du sel et de l'eau. Et dégagement de chaleur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, H2O, acide plus base, ça donne. Maintenant, combien de laboratoires de sciences chimiques qu'on a dans les écoles secondaires on voit cette réaction chimique, des tubes et ensuite faire la mesure et ensuite voir cette chaleur dégagée? On ne voit pas ça. Maintenant, l'éducation nationale, quel état se trouve ce ministère? Nos universités, dans quel état se trouvent nos universités? Combien de temps de grève, encore de lock ces universités ont eu pendant faut arrêter avec des mois. Les locks, quoi. Et ensuite, on devient médecin, parfois on a perdu peut-être 1 an ou 2 ans parce que du point de vue socio-politique, il y a tellement d'instabilité. On a ce qu'il faut, Gigi, c'est de la stabilité politique. La stabilité politique, mais pour qu'il y ait stabilité politique, il faut que le côté politique soit aussi organisé. Ouais, tu as tout dit par là, Gigi. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Stephen Hawking, j'espère qu'il restera dans les mémoires, dans les esprits. Tu l'as bien campé, tu l'as bien présenté, ses principaux travaux, ses principales réalisations. Est-ce que tu as un conseil, Gigi, pour une jeune fille de 22 ans qui te regarde là maintenant et qui n'est pas intéressée par ces choses-là, par le savoir, par la connaissance, qui n'aime pas lire? Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune fille-là? En parlant de tournoi, il y avait une fille qui s'appelait Justine Bell. Il y a aussi Marie Curie. Il y a aussi une femme qui a eu le prix Nobel. Je ne me rappelle pas quelle année, de quelle année. Enfin, je ne me souviens pas de quelle année. Mais je dirais à cette fille-là, le cerveau n'a pas de sexe. Donc, si on est fille, on peut être une très bonne mathématicienne, une très bonne physicienne,
comme dans le passé. Et ensuite, s'il y a des documentaires que cette fille regarde là, on va voir que la plupart des documentaires sur le cosmos, sur la cosmologie, il y a une parité. Par exemple, si on a 10 intervenants, il y a 5 et 5. 5 femmes, 5 hommes. Voilà. Donc, je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau n'a pas de sexe. C'est dans le sens que, eh bien, si on a une fille, on peut être aussi brillante en mathématiques. Il faut se mettre définitivement à la lecture, il faut s'adonner aux sciences JJJ. Merci d'avoir porté cette parole-là à Délivrez-vous. Je remercie également le staff technique de la télévision qui me permet de vous présenter cette émission. Barreau qui assure la réalisation, et Fekier et Stanley et Emily qui fait le maquillage, Gamin qui est dans le son, Greg Ball, Spencer Kevin qui s'occupe de la photographie. C'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous présenter cette émission. Et comme ma mémoire fonctionne comme un trou, j'oublie toujours un ou deux collaborateurs, mais bon, il me pardonne. Quand même. J'ai toujours des trous noirs. Mais l'équipe est énorme pour vous présenter ce produit télévisuel. Je vous dis, gardons bonheur, c'est l'été, c'est le temps des vacances, c'est le temps idéal également pour bouquiner à la mer. Donc partez à la plage avec des bouquins, avec des livres que vous souhaitez, des livres de sciences, des livres d'astronomie, sur la botanique, des romans, des arlequins, ce que vous voulez, ce qui vous fait bander. La lecture est une activité jouissive à haute intensité. Gardons bonheur, dans le monde, il doit y avoir deux êtres. Des livres